Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire de respecter nos avis respectifs. Bien évidemment, vous pouvez les contrer dans les commentaires avec respect et politesse. Salut à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, concept très spécial qui arrive sur ma chaîne. Déjà, allez voir l'autre partie, là où c'est moi qui argumente les animés que j'aime pas, elle sera dans la description, et la chaîne d'Otaku Kenya aussi. Dragon Ball Super. Salut à tous et merci à Extreme de m'avoir invité sur sa chaîne. Avant de vous parler de Dragon Ball Super, je vais vous donner mon avis sur Dragon Ball. Il s'agit du premier manga que j'ai lu et je trouve que ça raconte énormément de choses au-delà de ce que ça raconte, donc forcément, j'adore l'œuvre d'Akira Toriyama, mais j'ai toujours reconnu ses défauts et ce ne fait pas partie de mes animés ou mangas préférés, bien que je le porte pas mal dans mon cœur. Forcément, apprenant l'existence d'une suite, je me suis jeté dessus, mais comment dire? C'est pas nul en soi, mais très clairement ça fait des gros doigts et ça ne respecte pas le mythe de Dragon Ball. Je vais spoiler pas mal de trucs, donc je demanderai à Extreme de mettre un timecode pour la fin du spoil. Il y a un point sur lequel je voulais absolument m'arrêter, c'est le personnage de Vegeta. Vegeta dans Dragon Ball Z est un personnage qui est frustré en permanence à cause de son retard par rapport à Goku, et au fur et à mesure qu'il va vivre avec les humains, il va prendre goût à leur mode de vie, ce qui va l'inquiéter, le frustrer et le faire se questionner sur ce qu'il est, sur ce qu'il doit être, et le poids qui pèse avec le fait qu'il ait été prince des Saiyans. Dans DBS, Vegeta est juste le même en apparence, c'est-à-dire qu'il veut toujours dépasser Goku, il est très colérique, mais il n'est pas le même personnage dans le fond. Dans DBZ, ce qui fondait le personnage de Vegeta, c'était sa culpabilité. Là, on ne ressent plus aucune fierté dans ses actes, dans ses pensées, juste, j'ai l'impression qu'il est Vegeta pour être Vegeta, pas le personnage qu'il était censé être. Et il faisait passer sa personne avant tout le reste. Là, il mène une vie de famille, pourrait m'étaler des heures sur les personnages, dont le fait que Goku était quelqu'un de mature, réfléchi et conscient des situations, et que dans DBS, il est juste un gamin débile et immature, qui n'a absolument aucune conscience de tout ce qu'il fait. Enfin, vraiment, c'est juste incroyable à quel point il y a un foutage de gueule par rapport à l'œuvre originale. Je vais vous parler des transformations, que je trouve assez mal gérées d'ailleurs. Je trouve que les différentes transformations dans DBS sont ratées, à part peut-être l'Ultra Instinct, mais bon, c'est pas vraiment une transformation en soi. Dans DBZ, le Super Saiyan 1 est magique pour énormément de raisons. Ça fait depuis le début de l'arc que les héros se cachent, mais vont enfin affronter Freezer. Je trouve que les différentes transformations dans DBS sont ratées, à part peut-être l'Ultra Instinct, mais bon, c'est pas vraiment une transformation en soi. Dans DBZ, le Super Saiyan 1 est magique pour énormément de raisons. Ça fait depuis le début de l'arc que les héros se cachent, mais vont enfin affronter Freezer. Ce qui est génial, c'est que Krillin, Piccolo, Vegeta et Sangohan vont galérer face à lui de manière à chaque lueur d'espoir, Freezer se transforme faisant que les héros vont finir par perdre et espérer l'arrivée de Goku. Ce dernier, voyant Vegeta mourir sous ses yeux, il va gagner en force mentale et en détermination pour le battre, et malheureusement perdre encore et encore jusqu'à la mort de Krillin qui va déclencher le Super Saiyan. Bon, si j'ai résumé ce combat, c'est tout simplement pour vous dire que les transformations dans DBS arrivent toujours comme un pétard mouillé, à part peut-être contre Jiren. Là, j'avoue, c'était quand même plutôt bien amené. Ce que je veux dire, c'est que ça arrive, mais sans aucun procédé nous permettant d'apprécier ces différents moments. Et je trouve qu'il y en a un peu trop par rapport au temps que dure chaque arc, mais ça, c'est plus subjectif. Et je rappelle une nouvelle fois de respecter nos avis respectifs, et que la vidéo a pour unique but de vous divertir. Même si tu t'es étalé un peu sur DBZ quand même, c'est de toute façon la même œuvre, c'est le même auteur. Je suis pas d'accord avec toi du fait que dans DBS, Goku a perdu de sa maturité, a été beaucoup plus gamin. Je suis pas d'accord avec ça parce que bah, c'est le fait en fait que Goku a toujours été un gamin, même dans DBZ, et c'est quelque chose qui a jamais changé. T'as peut-être pas dû le remarquer, dans DBZ c'était peut-être moins fort, mais il a toujours été gamin. Il y a juste dans les combats où vraiment là il pète le feu et vraiment c'est quelqu'un qui réfléchit énormément dans les combats et il est super intelligent. C'est juste, voilà, hors des combats, il n'est pas celui qu'il est réellement. Au niveau des transformations, je suis d'accord sur le fait que l'Ultra Instinct, c'est pas vraiment une transformation, c'est plus un mode qui a la portée des dieux. Moi j'appelle ça un mode, mais voilà, hein, c'est pas réellement une transformation. Mais après, dire que toutes les autres transformations ont été foirées, non. Honnêtement, non. Le SSJ1 et le SSJ2 n'ont pas été loupés, parce que le SSJ1 était quand même un moment mémorable dans DBZ. C'était la première transformation qu'on a vue, et ça a été... Ah, bien évidemment, je parle dans DBZ, hein.
mais ça a été un moment mémorable, un moment épique, parce que bien évidemment dans DBGT il y avait le SSJ4, enfin bref, hein, voilà, c'est pas la première transformation qu'on a de Goku, mais au niveau de DBZ, ça a été la première transformation qu'on a vue, donc, et c'était bien épique, elle respectait bel et bien l'œuvre qui était faite. Après les CJ2, j'avoue que ça a commencé quand même à se barrer un peu, à part pour les CJ3 étaient plutôt cool, mais après pour les CJ Code, etc., ça n'a pas été un moment qui a été super épique, super bien par rapport aux autres, parce que les CJ Code, c'est juste ils sont réunis, le gars s'est transformé, et puis hop, il est parti se bastonner. Je trouve pas que la transformation a bien été respectée. Je veux dire, à chaque transformation qu'il a eu Goku, il a eu un moment de badassitude, de flow, ça a été un moment épique. Et SCJ God, SCJ Blue, on est plutôt sur du hop, c'est fait, voilà, terminé, et puis maintenant on passe au combat. Ok, entre guillemets, tout le monde est choqué, voilà, c'est de nouveaux cheveux, c'est de nouvelles couleurs, nouvelle puissance, mais honnêtement, je m'attendais à un moment beaucoup plus épique que ça. Tokyo Ghoul. Bon, calmez-vous les fans de l'œuvre, je parle uniquement de l'animé. J'adore le manga, je trouve qu'en plus d'être très bien construit dans son scénario, il aborde avec nuance, subtilité et intelligence plein de sujets intéressants et fait se questionner le lecteur. Forcément, l'animé m'a tendu les bras et le drame. Déjà, l'intrigue est rushée comme pas possible. La plupart des scènes du manga sont des scènes de tranches de vie, faisant douter le personnage principal, Ken Kaneki, et évoluer sa psychologie vis-à-vis de son changement. Tokyo Ghoul, ce n'est pas qu'une histoire de monstres qui bouffent les gens et se battent pour vivre au sein de la société, mais l'histoire d'un homme qui va sombrer petit à petit à cause d'un événement tragique qui lui est arrivé tôt dans sa vie. L'œuvre est très riche, les scènes sont fascinantes de double lecture et le tout est appuyé par des références littéraires et des citations appuyant ce que le manga transmet au lecteur. Alors pour le coup des références littéraires, j'avoue que c'est compliqué de caser ça dans un animé. Nanatsu no Taizai. Bon, celui-là je l'aime bien en soi, c'est juste que l'animé c'est pour moi complètement cassé la gueule, enfin même le manga plutôt, puisque j'ai tout lu le manga, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Pour commencer, je vais tout spoiler, donc je demanderai à Xtram une nouvelle fois de mettre un timecode pour éviter de vous faire spoiler si vous n'avez pas vu ou lu, à moins que vous vous en foutez, donc continuez. Déjà, un point que je tiens absolument à souligner, c'est la situation initiale, que je trouve, en creusant un peu, très peu inspirée. Je suis sûr que même si vous n'êtes pas d'accord, vous allez reconnaître que c'est un mindfuck total. Alors, l'histoire est celle d'une fille de 16 ans ayant aucune expérience au combat qui va partir à l'aventure à la recherche de 7 choses entre guillemets et va rencontrer un petit garçon aux cheveux ébouriffés qui est, ou a, une des 7 choses que la fille en question cherche. Ils vont alors partir ensemble à la recherche de ces choses permettant à la fille de remplir son objectif, sauf qu'elle-même ne sait que très peu de choses sur ce petit garçon, qui a un passé sombre. Vous avez sans doute deviné que je fais un rapprochement avec Dragon Ball qui me paraît assez évident quand on se penche sur ce que le début de l'histoire raconte. Au-delà de ça, l'alchimie n'est vraiment pas ouf jusqu'à l'arrivée de King, qui rééquilibre le casting de par sa relation avec Ban. Ce qui faisait l'intérêt de la relation entre Goku et Bulma, c'était leur différence apparente, c'est-à-dire un côté, on a un petit garçon innocent qui ne sait presque rien du monde, et l'autre on a une ado de 16 ans qui a un fort caractère et reprend Goku plusieurs fois pour des choses qu'il ne sait même pas lui-même, ce qui donne des situations comiques qui permettent de rendre le casting attachant. Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet 150 ans, donc passons directement à pourquoi le manga s'est cassé la gueule. Un truc qui m'a frappé en voyant le combat contre Edrickson, c'est que ça avait la gueule d'un combat final d'animé. Alors, petit aparté avant de continuer la vidéo, c'est que au moment où je tournais cette vidéo, le chef n'avait pas encore sorti sa vidéo sur le menu manga de Seven Deadly Sins. Alors, je suis globalement d'accord avec lui sur pas mal de points, même si bon, je pense pas autant de mal de Nanatsu no Taizai que lui. Je vous encourage à aller voir sa vidéo pour voir ce que je trouve un peu raté dans Nanatsu no Taizai. L'anime a commencé à se foirer à partir de la saison 2. Je parle pas de la saison 2 de 4 épisodes de Netflix, mais bien de la saison 2 de 24 épisodes. Ce que je trouve frappant, c'est qu'avec l'arrivée d'Escanor, on a un personnage beaucoup trop puissant. Et vous vous demandez pourquoi avoir introduit un personnage aussi puissant dans l'histoire. Tout simplement parce qu'aucun Nanatsu no Taizai à ce moment-là n'était capable de vaincre le moindre commandement. Donc ils l'ont introduit, sauf que le problème c'est qu'il était trop fort. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que plus tard ils ont Power Up Meliodas, sauf que le problème c'est que lui aussi devient trop puissant, ce qui amène à faire Glow Up aussi tous les autres personnages. En bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner comme d'habitude. On se retrouve pour une prochaine vidéo, tchuss.